Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas défaire, des portes qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Ce jour-là, j'ai ouvert la chambre bleue de John. Et maintenant, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Mon nom est Mara. J'ai 23 ans. Et je vais vous raconter comment je suis tombée amoureuse de l'homme le plus dangereux de Windhoek. Sans même m'en rendre compte. Tout a commencé il y a 6 mois, un samedi après-midi au Grove Mall. Je travaillais au café Mug & Bean et j'essayais de joindre les deux bouts entre mes études et mon loyer. Ma mère était morte 7 ans plus tôt. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Alors chaque fin de mois était une bataille. Ce jour-là, j'avais renversé du café sur un client. J'étais mortifiée. Mais lui, il a souri. Un sourire qui illuminait tout son visage. « C'est pas grave », qu'il m'a dit. « Ça arrive au meilleur. » Il portait une chemise blanche maintenant tachée de café, mais il ne semblait même pas en colère. Au contraire, il m'a laissé un pourboire de $200 namibiens. $200 pour un café renversé. J'aurais dû trouver ça bizarre, mais j'étais trop occupée à penser qu'il était beau et gentil et différent. Il est revenu le lendemain et le surlendemain, toujours à ma table, toujours avec ce sourire. Il s'appelait John Imbonde. Il m'a invitée à dîner la semaine suivante au Nice Restaurant, un des endroits les plus chers de la ville. Le dîner a duré 4 heures. On a parlé de tout, de mes rêves, de mon enfance, de mes peurs. Lui, par contre, il parlait beaucoup sans jamais vraiment rien dire. « Je fais du business », qu'il disait. « Import-export, vous savez comment c'est. Je conseille aussi des entreprises. » Quand j'essayais d'en savoir plus, il changeait habilement de sujet. Il me demandait ce que je voulais faire. Il me parlait de mes ambitions. Et honnêtement, j'aimais ça. J'aimais qu'un homme s'intéresse vraiment à moi. 2 mois plus tard, on était officiellement ensemble. Et ma vie avait complètement changé. John était généreux. Trop généreux même. Il payait mon loyer, il m'achetait des vêtements, il m'emmenait dans des restaurants où je n'aurais jamais pu mettre les pieds toute seule. Quand mon ordinateur est tombé en panne, il m'en a offert un nouveau le lendemain, un MacBook Pro, sans que je lui demande. Grace, ma meilleure amie, était inquiète. Elle travaille comme infirmière à l'hôpital central. Elle a toujours été celle qui me protège, qui me dit la vérité même quand ça fait mal. Mara, écoute-moi. Personne ne gagne autant d'argent légalement à son âge. Pas à Windhoek. Pas sans qu'on sache ce qu'il fait vraiment. Tu dois me promettre d'être prudente. Je lui ai dit qu'elle était parano, que John était juste doué en affaires, que tous les gens qui réussissent suscitent la jalousie. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Il y avait des signes, des petits détails qui ne collaient pas. Les appels téléphoniques qu'il prenait toujours dans une autre pièce, les textos qu'il effaçait immédiatement, les fois où il disparaissait pendant 2 ou 3 jours sans vraiment expliquer où il était allé. Voyage d'affaires à Johannesburg, négociations avec des clients en Angola, problème avec un fournisseur à Lusaka. Toujours vague, toujours flou. Et puis, il y avait la chambre. John vivait dans un grand appartement à Klein Windhoek, 3 chambres, vue sur la ville. Le genre d'endroit qui coûte $15 000 par mois. J'y passais presque tous mes week-ends. Mais il y avait une chambre où je n'allais jamais, la chambre du fond. La porte était toujours fermée à clé, peinte en bleu foncé. John l'appelait son bureau. C'est là que je garde mes documents importants, bébé. Tu sais, pour le business. C'est ennuyeux, crois-moi. Juste des papiers et des ordinateurs. J'ai accepté cette explication. Pendant 4 mois, jusqu'à ce mardi soir de juillet. John devait partir en urgence. Un problème avec un client à Walvis Bay, qu'il a dit. Il était pressé, tellement pressé qu'il a oublié quelque chose. Son trousseau de clés, sur la table de la cuisine. Je l'ai regardé pendant 10 minutes, ce petit trousseau argenté avec une clé bleue différente des autres. Je savais que c'était celle de la chambre. Mon cœur battait tellement fort que je l'entendais dans mes oreilles. Grace m'avait dit la veille,
Si tu ne découvres pas ce qu'il fait, quelqu'un d'autre le fera. Et ce jour-là, tu pourrais être impliqué sans même le savoir. J'ai pris les clés. Je me suis approchée de la porte bleue. Ma main tremblait quand j'ai inséré la clé dans la serrure. La chambre était étrangement ordinaire. Un bureau, 2 ordinateurs portables, des classeurs, rien d'extraordinaire au premier coup d'œil. Et puis j'ai vu le classeur rouge. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines de photos, des passeports, des dossiers médicaux. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais, et puis j'ai commencé à lire. Donneur compatible, groupe sanguin O négatif, rein gauche, client Dubaï, prix 45 000 $. Foie partiel, client Johannesburg, prix 80 000 $. Cornée, père, client Le Cap, prix 15 000 $. Des organes. John vendait des organes humains. Il y avait des photos, des gens, des vrais gens. Certains souriaient comme s'ils posaient pour un passeport. D'autres avaient l'air perdus, désespérés. J'ai vu une femme namibienne, peut-être 40 ans. À côté de sa photo, il y avait écrit « Transaction complétée, rein droit, récupération réussie ». Récupération réussie. Comme si on parlait d'un colis. Mon téléphone a vibré. Un message de John. « Bébé, j'ai oublié mes clés, je rentre dans 1 heure. » J'ai tout remis en place. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber l'ordinateur. J'ai fermé la porte. J'ai remis les clés exactement où je les avais trouvées. Et je me suis assise sur le canapé, attendant qu'il rentre. Quand John est rentré, il m'a embrassée comme d'habitude, comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas découvert qu'il était un monstre. J'aurais dû partir. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû faire quelque chose. Mais je n'ai rien fait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain non plus. Pendant 3 jours, j'ai fait semblant. J'ai souri, j'ai ri, j'ai joué la petite copine parfaite. Et puis un soir, John m'a dit quelque chose qui a tout changé. On était au restaurant. Il m'a pris la main et il a dit « Mara, je veux que tu saches quelque chose. Tout ce que je fais, tous les risques que je prends, c'est pour nous. Pour qu'on ait une vie qu'on mérite. Pour que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter de l'argent. » Il savait. Il savait que j'avais ouvert la chambre. Il le savait depuis le début. Et il me testait. Il voulait voir ce que j'allais faire. 2 semaines plus tard, David, le cousin de John, est passé à l'appartement. Il était nerveux, agité. Il ne savait pas que j'étais là, dans la chambre. J'ai entendu leur conversation. John, le client de Lusaka, demande une livraison cette semaine. Mais la donneuse, elle pose trop de questions. Elle veut savoir où va aller son rein. Je crois qu'elle va se rétracter. Elle ne se rétractera pas. Ils ne se rétractent jamais une fois qu'ils ont vu l'argent. 8 000 $ pour elle, 45 000 pour nous. Elle signera. C'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Ce n'était pas juste des papiers dans un classeur. C'était des gens qui vendaient leurs organes parce qu'ils étaient désespérés. Et John en profitait. J'aurais dû partir. Grace m'en suppliait. « Mara, tu dois aller voir la police. Tu es complice si tu restes. » Mais voilà la vérité que personne ne veut entendre. La vérité qui me rend malade chaque fois que j'y pense. Partir signifiait retourner à ma vie d'avant. Retourner à compter chaque dollar, à m'inquiéter pour le loyer, à travailler des doubles shifts au café en espérant que ça suffise. Rester avec John signifiait de l'argent, de la sécurité, une vie que je n'aurais jamais pu avoir autrement. Alors j'ai fait un choix que je ne peux pas défaire. J'ai fermé les yeux.
Ça fait maintenant 3 mois que je sais. John m'a offert une nouvelle voiture la semaine dernière, une BMW. Il parle de m'acheter un appartement à mon nom. Et moi, je souris. Je dis merci. Je l'embrasse. Hier soir, j'ai croisé une femme dans le couloir de l'immeuble de John. Elle avait une cicatrice fraîche sur le flanc gauche. Elle m'a regardée avec de la pitié, comme si elle savait. Elle m'a dit quelque chose en portugais. Je n'ai pas compris. Mais Grace était avec moi. Elle a traduit plus tard. Pars avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne deviennes la marchandise. John vient de m'envoyer un message. « Bébé, on doit parler. J'ai une proposition pour toi. Quelque chose d'important. » Je ne sais pas ce qu'il va me demander. Mais je sais une chose. Si j'accepte, il n'y aura plus de retour en arrière.